Quand j'ai vu la cicatrice sur sa poitrine, je ne l'ai pas seulement reconnue, je me suis souvenu de l'avoir faite, de ma propre épée. Il y a 205 ans. Je m'appelle Guillaume de Valois. J'ai 48 ans. Je suis PDG d'une entreprise de BTP florissante, avec un patrimoine de 340 millions d'euros. Je vis dans un appartement de luxe à 10 millions d'euros dans le quartier des affaires. Je conduis une Aston Martin DB11 valant 265 000 euros. Je porte des costumes Lanvin à 8 000 euros et une montre Audemars Piguet Royal Oak à 95 000 euros à mon poignet. Mais rien de tout cela ne m'avait préparé à ce qui s'est passé le 14 octobre 2025. Il y a 6 ans, j'ai divorcé d'Isabelle. Un mariage sans amour, pratique, stratégique. Elle est repartie avec 47 millions d'euros dans l'accord. Je suis resté avec l'entreprise et avec quelque chose d'autre. Quelque chose que je n'attendais pas. Quelque chose qui me tourmente depuis 3 ans. Des cauchemars, toujours la même scène, une femme mourant dans mes bras, du sang jaillissant d'une blessure à sa poitrine, la pluie tombant sur nous, des cris, des coups de feu, des soldats en uniformes anciens, et moi vêtu d'un uniforme militaire bleu avec des boutons dorés, tenant une épée ensanglantée. Elle me regarde avec des yeux mourants et murmure en vieux français « Dans une autre vie, promets-moi que tu me retrouveras ». Et je réponds, les larmes se mélangeant à la pluie. Je te jure sur mon âme que je te retrouverai dans cette vie ou dans 1000 autres vies. Puis elle meurt et je me réveille. Chaque nuit, pendant 3 ans, le même cauchemar, avec des détails si vifs que je peux sentir le poids de l'épée dans ma main, l'odeur de la poudre et du sang, le contact de sa peau froide. J'ai consulté 5 psychiatres. Tous ont diagnostiqué un stress post-traumatique dû au divorce. Ils ont prescrit des anxiolytiques, des antidépresseurs, une thérapie cognitivo-comportementale. Rien n'a fonctionné. Les rêves ont continué, nuit après nuit, année après année, jusqu'à ce que je rencontre Léa Dubois. Léa a commencé à travailler dans mes bureaux le 7 octobre 2025. Une des 3 employées de nettoyage de l'immeuble, 41 ans, mère célibataire de 2 enfants. Elle vivait dans un appartement loué à 450 euros par mois dans la banlieue sud. Elle avait 3 emplois, nettoyage dans mon immeuble de 6 heures à 14 heures, blanchisserie dans un hôtel de 15 heures à 19 heures, garde de personnes âgées de 20 heures à 23 heures, 6 jours par semaine. Le dimanche, seulement 2 postes. Je l'ai vue pour la première fois le lundi 7 octobre, nettoyant le 47e étage. Mon étage de direction. Elle portait un uniforme bleu de nettoyage. Ses cheveux noirs étaient attachés en queue de cheval, sans maquillage. Ses mains étaient rugueuses à force de travailler. Je n'ai rien pensé de spécial, juste une autre employée. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est contracté lorsque nos regards se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle a baissé les yeux immédiatement. Déférence, respect, la distance sociale entre un PDG milliardaire et une employée de nettoyage. J'ai continué à marcher vers mon bureau, mais mon cœur battait étrangement vite. Cette nuit-là, j'ai refait le cauchemar. Mais cette fois, quand la femme mourante a levé son visage, elle avait les yeux de Léa Dubois. Une semaine plus tard, le mardi 14 octobre, 7h23, j'arrivais tôt comme toujours, un café noir à la main, vérifiant mes emails sur mon iPhone en marchant vers mon bureau au 47e étage. Léa nettoyait la salle de conférence, dos à moi, montée sur un petit escabeau, nettoyant les fenêtres du sol au plafond. Je ne l'ai pas vue avant qu'il ne soit trop tard. J'ai tourné brusquement vers la gauche. Mon épaule a heurté l'escabeau. « Attention !» ai-je crié. Mais elle était déjà en train de tomber. Tout s'est passé au ralenti. Léa a perdu l'équilibre. L'escabeau a vacillé. Elle a crié. Elle a tendu les mains en cherchant un appui. Elle a attrapé le rideau. Le tissu s'est déchiré. Elle est tombée. J'ai laissé tomber le café. J'ai tendu les bras. Je l'ai attrapée juste avant qu'elle ne touche le sol. L'impact m'a fait reculer de 3 pas, mais je l'ai retenue. Elle est restée dans mes bras, me regardant avec des yeux exorbités.
Sa respiration était agitée. Son cœur battait si fort que je pouvais le sentir contre ma poitrine. Et alors, je l'ai vu. Sa chemise s'était déchirée pendant la chute. Le bouton supérieur arraché. Le tissu ouvert révélant sa poitrine gauche. Et elle était là, une cicatrice, 12 cm de long, diagonale, 47 degrés d'inclinaison, exactement 3 cm au-dessus du téton gauche. Blanche, ancienne, comme si elle était là depuis des décennies, le même motif exact que je voyais chaque nuit dans mes cauchemars. La même blessure que mon épée avait faite à la poitrine de la femme mourante. Ma vision s'est brouillée. Soudain, je n'étais plus dans mon bureau du 47e étage. J'étais sur une place, une pluie torrentielle. La nuit, des torches illuminaient des bâtiments coloniaux, des cris, des coups de mousquet, de la fumée de poudre. Je portais un uniforme militaire bleu avec des boutons dorés, un pantalon blanc, des bottes de cuir noir jusqu'aux genoux, une épée dans ma main droite, du sang dégoulinant de la lame. 3 soldats en uniforme rouge gisaient morts à mes pieds. Et devant moi, s'effondrant, une jeune femme, 22 ans peut-être, une robe blanche de coton trempée de sang et de pluie, des cheveux noirs collés à son visage, une blessure diagonale à sa poitrine gauche, saignant abondamment. Mon épée dégoulinait encore de son sang. « Non, 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 Catherine !» ai-je crié en tombant à genoux. Je l'ai tenue comme je tenais Léa maintenant, dans mes bras. Du sang jaillissant entre mes doigts alors que j'essayais désespérément d'appuyer sur la blessure. « Je suis désolé, pardonne-moi, je voulais juste te sauver !» sanglotai-je. Elle leva sa main tremblante et toucha mon visage, laissant une traînée de sang sur ma joue. « Guillaume !» murmura-t-elle d'une voix faible. « Ne pleure pas, ce n'était pas ta faute. »« Tiens bon, s'il te plaît, tiens bon, je vais chercher de l'aide !» ai-je crié, mais je savais que c'était inutile. Trop de sang, trop vite. Elle sourit, un sourire triste, magnifique, plein d'amour même en mourant. « Dans une autre vie, toussa-t-elle du sang, promets-moi que tu me retrouveras. » Des larmes coulèrent de mes yeux, se mélangeant à la pluie. « Je te jure sur mon âme que je te retrouverai, dans cette vie ou dans 1000 autres vies. » Elle ferma les yeux, sa main tomba de mon visage, elle cessa de respirer, et j'ai crié, un cri déchirant qui a secoué toute la place. « Catherine et... Monsieur de Valois! Monsieur de Valois !» La voix de Léa m'a ramené. J'étais par terre, à genoux, la tenant toujours, tremblant violemment. Des larmes coulaient sur mes joues. « Monsieur, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé ?» demandait-elle effrayée. Je la regardais fixement, son visage, ses yeux. Les mêmes yeux, c'étaient les mêmes maudits yeux. Ma bouche s'ouvrit, les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Un murmure rauque, brisé, rempli de 205 ans de douleur. « Catherine !» Les yeux de Léa s'écarquillèrent, son visage pâlit. « Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Catherine !» répétai-je, ma voix se brisant. Elle se dégagea brusquement de moi. Elle s'effondra sur le sol, me fixant comme si elle avait vu un fantôme. « Comment connais-tu ce nom ?» murmura-t-elle. « Quoi ?» demandai-je déconcerté. « Ce nom, Catherine, comment le connais-tu ?» Sa voix monta d'un cran. La panique, la terreur, la reconnaissance. « Je ne sais pas, juste, balbutiai-je. » Elle se releva rapidement, recula de plusieurs pas. Ses mains tremblaient, tandis qu'elle tentait de refermer son chemisier déchiré. « C'est le nom que j'entends dans mes cauchemars, » dit-elle d'une voix brisée. « Depuis que j'ai l'âge de raison, un homme qui hurle ce nom, Catherine, encore et encore. Pendant que je meurs dans ses bras, le monde s'arrêta. »« Quoi ?» j'eus à peine la force de murmurer. « J'ai des cauchemars, » continua-t-elle, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Toujours le même. Je suis en train de mourir. La pluie, le sang, un homme en uniforme militaire bleu, tenant une épée, et il crie Catherine pendant que je meurs. » Mon cœur s'arrêta, littéralement. Je sentis mon cœur s'arrêter pendant 3 secondes. « Depuis quand ?» Ma voix était à peine audible. « Depuis quand as-tu ces cauchemars ?»« Depuis toujours ?» murmura-t-elle. « Depuis que j'ai 4 ans. Chaque nuit,
Le même cauchemar. Je meurs toujours le même jour. Quel jour? Demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse. Le 14 octobre. L'air quitta mes poumons. Aujourd'hui, c'était le 14 octobre. Nous restâmes silencieux pendant 30 secondes, nous regardant. Deux étrangers qui partageaient d'une manière ou d'une autre les mêmes cauchemars impossibles. Finalement, mon esprit rationnel reprit le contrôle. La cicatrice, dis-je, ma voix plus ferme à présent, sur ta poitrine. Elle couvrit instinctivement sa poitrine de ses deux mains. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Je peux la décrire, dis-je, en me relevant du sol, sans l'avoir vue avant aujourd'hui. Tu viens de la voir pendant l'accident, objecta-t-elle. Je l'ai vue pendant une demi-seconde pendant que tu tombais, répondis-je. Mais je peux te donner des détails exacts, des détails que seulement toi et ton médecin connaîtriez. Elle hésita, la peur et la curiosité se disputant dans son expression. D'accord, dit-elle finalement. Décris-la. Je fermai les yeux. L'image était gravée dans ma mémoire. Je l'avais vue 1000 fois en 3 ans de cauchemar. 12 centimètres de long, commençai-je. Elle commence 8 centimètres sous ta clavicule gauche. Diagonale descendante de gauche à droite. Inclinaison d'environ 47 degrés. Elle se termine exactement 3 centimètres au-dessus de ton téton gauche. Léa étouffa un cri. Le bord supérieur de la cicatrice est plus épais que l'inférieur, continuai-je, les yeux toujours fermés. Environ 2 mm contre millimètre, ce qui indique que la lame qui l'a causée est entrée en biais par le haut. Mon Dieu, murmura-t-elle. Il y a une petite ramification à l'extrémité inférieure, continuai-je, comme une bifurcation de 4 mm vers la gauche. C'est arrivé quand la lame a été retirée brusquement, déchirant du tissu supplémentaire. Arrête, arrête s'il te plaît. Sa voix tremblait, j'ouvris les yeux. Elle pleurait, la main sur sa bouche, les yeux exorbités. Comment? Elle ne pouvait pas finir la question. Et il y a quelque chose d'autre, dis-je doucement. Quelque chose que même toi, tu ne saurais pas sans analyse médicale avancée. Quoi? À peine un murmure. La blessure a été faite avec une épée de Tolède, en acier, de haute qualité, forgée en Espagne au XIXe siècle. Le motif des dommages tissulaires montre des caractéristiques spécifiques à ce type de lame. Légèrement courbé, tranchant d'un seul côté, largeur de 3,2 cm au point d'entrée, Léa se laissa tomber sur une chaise proche, complètement pâle. Les médecins m'ont dit que c'était une anomalie congénitale, dit-elle d'une voix brisée, présente depuis la naissance, mais ils n'ont jamais pu expliquer le motif. Ils disaient que ça ressemblait à une blessure d'arme blanche ancienne. Mais c'était impossible, parce que je suis né avec... Quand es-tu né? Demandai-je, bien qu'encore une fois, quelque chose à l'intérieur de moi le savait déjà. Le 14 octobre, répondit-elle. Quelle année? 1984. Je fis le calcul rapidement. 14 octobre 1984. Exactement 164 ans après le 14 octobre 1820. Je suis né le 14 octobre, dit-elle, en essuyant ses larmes. J'ai toujours détesté mon anniversaire, parce que c'est le jour où je meurs dans mes cauchemars. Je sortis mon téléphone avec des mains tremblantes. Je cherchais sur Google. Paris, 14 octobre 1820, émeute Catherine Dubois. Les résultats apparurent immédiatement. Archives historiques numérisées des Archives nationales. Document daté du 17 octobre 1820. Registre des décès de la ville de Paris. Et là, c'était là, Catherine Dubois, femme célibataire, 22 ans, couturière, décédée le 14 octobre 1820. Cause du décès, blessure par arme blanche lors d'une émeute place de la Bastille, enceinte de 4 mois. Mes mains tremblaient tellement que je faillis faire tomber le téléphone. Il y a plus, murmurai-je, en continuant la lecture. Capitaine Guillaume de Valois, officier de la Garde nationale, 25 ans, exécuté le 17 octobre 1820. Chef d'accusation, désertion en temps d'émeute. La sentence du tribunal militaire indique qu'il a abandonné sa position pour tenter de secourir la citoyenne Catherine Dubois lors d'un affrontement avec des révolutionnaires.
La femme est décédée des suites d'une blessure infligée accidentellement pendant le sauvetage. Exécution par peloton d'exécution effectuée à l'aube du 17 octobre. Je levai les yeux du téléphone. Léa me regardait, les larmes coulant librement sur son visage. « Guillaume de Valois », répétai-je lentement. « Je m'appelle Guillaume de Valois. Et moi ?» dit-elle d'une voix brisée. « Mon deuxième prénom est Catherine, Léa Catherine Dubois. » Le silence qui suivit fut assourdissant. 2 personnes, séparées par 205 ans, debout dans un immeuble de bureaux moderne, détenant des preuves impossibles d'une vie que nous n'avons jamais vécue, ou que nous avons bel et bien vécue. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» murmura finalement Léa. Je regardai la cicatrice sur sa poitrine, puis le document historique sur mon téléphone, puis ses yeux, ces maudits yeux que j'avais vus mourir 1000 fois dans mes rêves. « J'ai besoin d'en savoir plus, dis-je. J'ai besoin de tout savoir. » Elle acquiesça lentement. Moi aussi. Cette nuit-là, nous nous sommes retrouvés dans mon bureau après le départ de tout le monde. 21 heures, l'immeuble vide, seulement Léa et moi, et 205 ans de questions impossibles entre nous. Elle arriva encore avec son uniforme de femme de ménage, fatiguée de ses 3 emplois, cerne profond, mais ses yeux brillaient de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Curiosité, espoir, peur. « J'ai apporté ça », dit-elle, en posant un cahier usé sur mon bureau en acajou à 45 000 €. Je tiens un registre de mes cauchemars depuis que j'ai 12 ans. Ma mère m'a dit que les écrire aiderait à ce qu'ils disparaissent. Ça a marché ? Demandai-je. Non, mais j'ai 29 ans de détails documentés. J'ouvris le cahier, page jaunie, écriture d'enfant évoluant vers l'écriture d'adolescente puis d'adulte, des centaines d'entrées, décrivant toutes le même cauchemar. 14 octobre 1995, âge 11 ans. L'homme en uniforme bleu pleure. Il dit qu'il est désolé. Il dit qu'il voulait juste me sauver. Il y a 3 hommes morts autour de nous, des uniformes rouges, du sang sur le sol mélangé à la pluie. 23 mars 1988, âge 14 ans. Aujourd'hui, j'ai remarqué de nouveaux détails. L'homme a une blessure au bras gauche, du sang imbibant sa manche, mais il s'en fiche. Il se soucie seulement de moi, en train de mourir. 7 septembre 2003, âge 19 ans. La place a une fontaine au centre, des bâtiments coloniaux tout autour, des torches illuminant les fenêtres. J'entends des canons au loin, ça sent la poudre et la mort. J'ai lu page après page, chaque entrée ajoutant des détails, de petites pièces d'un puzzle impossible. Moi aussi, je tiens un registre, dis-je en ouvrant mon ordinateur portable. Des fichiers Word, 3 ans à documenter chaque cauchemar. Je lui ai montré mon écran. 2 janvier 2023. L'épée pèse exactement 1,2 kg. Équilibre parfait. Lame de 89 cm. Poignée en cuir noir avec incrustation d'argent. Gravure sur la lame. Valois et de Rohan 1793. Léa étouffa un cri. « Quoi ?» demandai-je. « Attends. » Elle chercha frénétiquement dans son carnet. Ici, 18 juin 2007, âge 23 ans. Avant de mourir, je vois son épée tomber au sol. Elle a un nom gravé, Valois et quelque chose d'autre. Je ne peux pas lire complètement parce que ma vision se trouble. Nous nous sommes regardés en silence. Des détails qui coïncident, murmurai-je. Des perspectives différentes de la même scène. Comme si nous y étions vraiment, compléta-t-elle ma pensée. Si vous regardez ceci et que vous croyez à la réincarnation, si vous avez déjà eu des cauchemars récurrents qui semblent trop réels, si vous croyez que des âmes sœurs peuvent se retrouver à travers les siècles, laissez un super thanks. Chaque contribution m'aide à enquêter et à partager plus d'histoires vraies comme celle-ci, parce que ce que nous avons découvert ensuite était encore plus impossible. Raconte-moi tout ce dont tu te souviens, dis-je. Depuis le début, Léa ferma les yeux, respira profondément. Je suis sur une place, c'est la nuit, il pleut fort. Je porte une robe blanche simple, coton bon marché. Je suis pieds nus, mes pieds sont boueux. Pourquoi es-tu là ?
demandai-je doucement. J'étais allé vendre des fleurs, continua-t-elle, les yeux toujours fermés. C'est mon travail. Je vends des fleurs sur la place tous les jours. Des roses, des jasmins. Je les cultive moi-même dans un petit jardin derrière la maison de mon père. Ton père? Il est commerçant, tissu. Il n'est pas riche, mais pas pauvre non plus. Classe moyenne inférieure. Je vis avec lui et ma mère dans une petite maison près du port. Les détails étaient incroyables, trop spécifiques pour être juste de l'imagination. Que s'est-il passé cette nuit-là? Demandai-je. Des soldats sont arrivés. Sa voix trembla. Des uniformes rouges, les gardes suisses, se battant contre les révolutionnaires. Il y a eu une bataille, j'ai été prise au milieu. Et alors, 3 soldats m'ont encerclé. Des larmes commencèrent à couler sur ses joues sans ouvrir les yeux. Ils m'ont jeté au sol. Ils ont déchiré ma robe. Ils allaient... Tu n'es pas obligé de continuer, dis-je doucement. Et alors il est apparu. Sa voix se brisa, mais elle continua. L'homme en uniforme bleu, Guillaume. Il a tué 2 soldats avec son épée. Le 3e s'est battu contre lui. J'ai essayé de me relever, de me mettre debout, de courir, mais j'ai glissé dans la boue. Guillaume s'est tourné vers toi. Je continuais l'histoire avec ma propre perspective, l'épée toujours en mouvement du dernier attaque, essayant de l'arrêter, mais l'impulsion était déjà là. La lame m'a coupé. Léa ouvrit les yeux, des larmes coulant librement. J'ai senti le métal froid entrant dans ma poitrine. Ça n'a pas fait mal au début, seulement froid, puis chaud, du sang chaud jaillissant. J'ai laissé tomber l'épée. Ma voix était à peine un murmure. Je suis tombé à genoux, je t'ai tenu. J'ai pressé la blessure avec mes mains, mais le sang continuait de sortir, trop vite. Tu m'as dit que tu étais désolé. Elle sanglota, encore et encore. Désolé, désolé, pardonne-moi. Et tu as touché mon visage. Continuai-je. Tu as laissé du sang sur ma joue. Tu as dit que ce n'était pas de ma faute. Je t'aimais. Léa murmura. Dans cette vie, je t'aimais tellement, même si c'était interdit. Nous étions des amants secrets. Je confirmais. Pendant 2 ans, ton père ne savait pas. Ma famille n'aurait jamais approuvé. Parce que tu étais aristocrate, dit-elle. Et moi, juste une vendeuse de fleurs. Comme maintenant, dis-je amèrement. Moi, magnate du BTP. Toi, femme de ménage. La même maudite histoire qui se répète. Nous sommes restés silencieux pendant 1 minute, le poids des siècles pesant sur nous. Puis je me suis souvenu de quelque chose. Il y a quelque chose d'autre, dis-je lentement. Dans mes rêves, Catherine avait une marque de naissance. Léa se raidit. Où? Demanda-t-elle d'une voix prudente. Épaule droite, répondis-je. Forme d'étoile, 8 pointes, environ 8 mm de diamètre. Couleur marron foncé. Le visage de Léa perdit toute couleur. C'est impossible, murmura-t-elle. Tu as cette tache de naissance? Demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle baissa lentement la bretelle droite de son uniforme, fit glisser le tissu vers le bas, et là, elle était sur son épaule droite, exactement où je l'avais dit. Une marque de naissance en forme d'étoile parfaite, 8 pointes symétriques. 8 mm de diamètre, couleur marron foncé. Mon Dieu, je pouvais à peine parler. Je l'ai depuis ma naissance, dit Léa d'une voix tremblante. Ma grand-mère disait que c'était la marque d'un ange, que cela signifiait que j'avais été béni dans une vie antérieure. Je sortis mon téléphone avec des mains tremblantes. Dessine-la, dit Léa soudainement. Dessine la forme exacte avant de la voir de près, si tu t'en souviens vraiment. J'ai ouvert l'application de notes. J'ai utilisé mon doigt pour dessiner sur l'écran 8 lignes partant d'un centre commun, formant une étoile à 8 pointes. Certaines pointes légèrement plus longues que d'autres. La pointe supérieure droite, 2 mm plus longue. La pointe inférieure gauche, légèrement plus épaisse. Des détails microscopiques que seulement quelqu'un qui aurait vu cette tache de naissance 1000 fois connaîtrait. Je lui ai montré mon dessin. Elle prit le téléphone, comparant le dessin à sa tache de naissance dans le miroir de sa poudrière. Ajustement parfait.
Même le détail de la pointe supérieure droite plus longue, murmura-t-elle. Comment est-ce possible? Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Mais il y a trop de coïncidences. La cicatrice, les rêves, la date, la tâche de naissance, les noms, tout, il y a plus, dit Léa soudainement. Des choses que je n'ai jamais écrites dans mon carnet parce qu'elles semblaient trop folles. Dis-moi, dans mes rêves, je suis enceinte, dit-elle doucement. 4 mois. Personne ne le sait, sauf Guillaume. C'est son bébé. Nous prévoyons de nous enfuir ensemble à Genève après la fin de la Révolution. Mon cœur s'arrêta. Un garçon, murmurai-je. Nous allions avoir un garçon. Tu le savais, demanda-t-elle. Je m'en souvenais, corrigeai-je. Chaque fois que je tiens Catherine mourante dans mes rêves, je mets ma main sur son ventre. Je sens cette petite protubérance. 4 mois, pas encore très visible, mais elle est là. Léa se remit à pleurer. Nous avons perdu un bébé il y a 205 ans, sanglota-t-elle. Un bébé qui n'a jamais vu le jour. Le document historique disait que tu étais enceinte, me rappelai-je. Qu'est-il arrivé à ce bébé? Je ne sais pas. Léa essuya ses larmes. Le document disait seulement que Catherine était enceinte de 4 mois lorsqu'elle est morte. Je cherchais de nouveau sur mon téléphone. Archives historiques argentines. Fouillant plus profondément. Registres médicaux coloniaux numérisés. Et puis, je le trouvais, un document daté du 15 octobre 1820. Registre de procédure médicale d'urgence. Patient décédé. Catherine Marie Dubois. Docteur Antoine Lemaire a pratiqué une césarienne post-mortem. Bébé de sexe masculin extrait, vivant, prématuré mais en bonne santé, remis à la grand-mère paternelle, Marie-Thérèse Dubois. Je lus le document à voix haute. Léa étouffa un cri. « Le bébé a survécu », murmura-t-elle. « Notre bébé a survécu. Il a grandi avec ta grand-mère », continuai-je à lire. Enregistré sous le nom de Jean-Baptiste Dubois, 1820-1889. Il a eu 5 enfants. Sa descendance a continué jusqu'à... Je cherchais dans les bases de données généalogiques françaises. Arbre généalogique de la famille Dubois de Bordeaux. Jean-Baptiste Dubois, marié à Sophie Leclerc en 1842. 5 enfants. La lignée familiale continua, génération après génération. Jusqu'en 1984, quand Léa Catherine Dubois est née, tu es sa descendante, dis-je avec stupeur. Descendante directe du bébé que Catherine portait quand elle est morte. Je porte son sang, murmura Léa. Et le tien. La révélation nous frappa tous les deux simultanément. Elle était littéralement la descendante de notre enfant que nous n'avons jamais connu en 1820. Et maintenant, nous nous étions retrouvés 205 ans plus tard. Raconte-moi comment nous nous sommes rencontrés, dit Léa doucement. Dans cette vie, je fermai les yeux. Les souvenirs affluaient maintenant comme une rivière en crue. Place de la Bourse, 14 avril 1818. J'avais 23 ans, fraîchement promu capitaine. Je marchais sur la place après une cérémonie militaire. Et j'en avais 20, Léa continua, ses propres souvenirs émergents. Je vendais des violettes, robes bleu pâle, paniers en osier remplis de fleurs. Je t'ai bousculé, souriai-je, en me souvenant. Littéralement, je ne regardais pas où je marchais. Je lisais une dépêche militaire. J'ai foncé sur toi. Ton panier est tombé. Des violettes partout. Tu t'es baissé pour m'aider à les ramasser. Elle sourit aussi. Tes mains aristocratiques ramassant des fleurs sur le sol pavé. D'autres officiers se sont moqués. Ils ont dit que c'était un travail de domestique. Mais tes yeux, murmurai-je, quand je t'ai regardé pendant que nous ramassions les violettes, tes yeux m'ont captivé. Bleu océan, profond, magnifique. Tu m'as acheté toutes les fleurs. Léa rit doucement. 30 violettes. Tu as payé 10 francs, le triple de leur valeur. Elle valait chaque centime pour avoir une excuse pour te parler 5 minutes de plus. Tu es revenu le lendemain, continua-t-elle. Et le suivant, et le suivant. Chaque jour achetant des fleurs dont tu n'avais pas besoin, jusqu'à ce que je t'invite enfin à te promener, dis-je, le 23 avril, 9 jours après t'avoir rencontré.
Nous avons marché le long de la Garonne au crépuscule. Tu as pris ma main, murmura Léa. C'était la première fois qu'un homme me prenait la main. Mon cœur battait si fort que j'ai cru que tu allais le remarquer. Je l'ai remarqué, confessai-je, parce que le mien battait de même. Je t'ai embrassé 3 semaines plus tard, dit-elle, sous un saule pleureur près du port. C'était le meilleur baiser de 2 vies, répondis-je. Nous ouvrîmes nos yeux simultanément, nous regardant ici, maintenant, en 2025. 2 personnes qui se sont aimées et sont mortes il y a 205 ans. Tu crois que c'est réel ? Demanda Léa d'une petite voix. Je crois que c'est ce que j'ai vécu de plus réel en 48 ans, répondis-je. Nous avons besoin de plus de preuves, dis-je, passant en mode rationnel. Des preuves scientifiques, une documentation historique complète. Comment ? Demanda Léa. Je connais du monde, dis-je. J'ai des ressources, de l'argent, des contacts. Je pris mon téléphone. J'appelais le docteur Édouard Moulin, généticien à l'université de la Sorbonne. J'avais fait un don de 2 millions d'euros à son laboratoire l'année dernière. Il répondit à la seconde sonnerie. « Guillaume, quelle surprise ! Édouard, j'ai besoin d'un service, urgent. Analyse d'ADN mitochondrial. Comparaison avec les bases de données généalogiques françaises du 19e siècle. C'est très spécifique. Qu'est-ce que tu recherches ? Valider la lignée ascendante d'une femme de Bordeaux moderne avec des familles documentées de 1820 ? Il y eut une pause. Est-ce que ça a un rapport avec la réincarnation ? Demanda-t-il prudemment. Oui, répondis-je honnêtement. Ça te coûtera 50 000 € et 2 semaines. Je te transfère 100 000, je veux ça en 1 semaine. Marché conclu. Je raccrochais. J'appelais mon deuxième contact. Professeur Sophie Martin. Historienne spécialisée dans la France coloniale, Université de Toulouse. Professeur Martin, j'ai besoin d'une recherche historique approfondie. Capitaine Guillaume de Valois et d'Alvéar, exécuté en octobre 1820, et Catherine Marie Dubois, décédée en octobre 1820. Je veux tout. Documents militaires, registres paroissiaux, lettres personnelles si elles existent, témoignages du Conseil de guerre. Ça prendra du temps. Les archives du 19e siècle ne sont pas toutes numérisées. J'ai le temps et l'argent. Combien ? 80 000 €, 3 semaines. 120 000, 2 semaines. D'accord. Je raccrochais et regardais Léa. Dans 2 semaines, nous aurons des réponses, dis-je. Des preuves scientifiques et historiques. Elle me regardait avec une expression étrange. Tu viens de dépenser 220 000 €, dit-elle lentement, pour prouver que toi et moi étions amoureux il y a 205 ans. Oui, répondis-je simplement. Pourquoi ? Je la regardais droit dans les yeux. Parce que je rêve de toi mourant dans mes bras depuis 3 ans, chaque nuit, sans savoir qui tu étais, ni pourquoi je n'arrivais pas à t'oublier. Et maintenant tu es là, vivante, en face de moi, avec les mêmes cicatrices, les mêmes yeux, la même âme. Et j'ai besoin de savoir si c'est réel. J'ai besoin de savoir si je t'ai enfin retrouvé après 205 ans à te chercher. Des larmes coulèrent sur les joues de Léa. Je t'ai retrouvé, murmura-t-elle. Tu as tenu ta promesse. Qu'est-ce qu'on fait en attendant les résultats ? Demanda Léa. On apprend à se connaître, répondis-je. Encore une fois, dans cette vie, je suis une femme de ménage avec 2 emplois supplémentaires, dit-elle avec amertume. Je vis dans un appartement à 450 €. J'ai 2 enfants de pères différents qui m'ont abandonné. Tu es millionnaire. Ça ne peut pas marcher. Ça a marché en 1818, dis-je doucement. Quand j'étais aristocrate et que tu vendais des violettes, nous nous sommes aimés malgré tout. Et regarde comment ça s'est terminé, répondit-elle. Tous les 2 morts. Toi, exécuté. Moi, une épée dans la poitrine. Notre bébé orphelin. Mais le bébé a survécu, soulignai-je. Et sa lignée a continué, et t'a ramené à moi. Et si nous sommes destinés à répéter la tragédie ? Demanda Léa. Et si se retrouver finissait toujours mal ? Alors, dis-je en prenant sa main pour la première fois, peut-être que cette fois, nous pourrons avoir la fin heureuse qui nous a été volée il y a 205 ans. Sa main était petite dans la mienne, rude à cause du travail, mais chaude, réelle,
vivante. Un rendez-vous, dis-je. Donne-moi une chance. Un vrai rendez-vous. Pas comme patron et employé, mais comme Guillaume et Léa, comme Diego et Catherine. Comme deux âmes qui se sont cherchées pendant 2 siècles. Elle hésita. La peur et l'espoir se battaient sur son visage. Finalement, elle acquiesça. Un rendez-vous, accepta-t-elle. Mais on paie moitié-moitié. Je ris. Tu es aussi têtu que Catherine l'était. Et toi, aussi têtu que Diego. Nous nous sourîmes. Et pour la première fois en 3 ans, les cauchemars ressemblaient moins à une malédiction et plus à une carte. Une carte qui m'avait enfin guidé vers elle. 2 semaines, dis-je, nous aurons des réponses, des preuves, une validation scientifique et historique. Et si les preuves confirment tout, demanda Léa doucement, qu'est-ce que ça signifie? Je la regardais dans les yeux, ces yeux que j'avais vus dans 1000 rêves, ces yeux qui s'étaient fermés dans mes bras il y a 205 ans sous la pluie et le sang. Ça signifie, dis-je lentement, que l'amour transcende vraiment la mort, que les promesses comptent même après des siècles, et que certaines âmes sont destinées à se retrouver encore et encore, jusqu'à ce qu'elles parviennent enfin à être ensemble. Léa serra ma main. Alors attendons, murmura-t-elle, 2 semaines, et ensuite nous saurons si c'est réel, ou si nous sommes tous les deux fous. Je crois, dis-je, que ça peut être les deux. Elle se mit à rire, un rire authentique, magnifique, plein de vie, et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue. J'avais passé 205 ans à la chercher, et je l'avais enfin trouvée. 3 jours après notre conversation, Léa m'appela à 3h47 du matin, la voix tremblante, effrayée. J'ai refait le cauchemar, mais cette fois, j'ai vu quelque chose de nouveau, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. « Qu'as-tu vu ?» demandai-je, complètement réveillé. « Ton bras, le bras gauche de Diego. Il était blessé. Une balle de mousquet t'avait traversé le biceps, je peux voir le trou. Le sang qui imbibe ta manche bleue, et il y a autre chose. Quoi? Tu as une vieille cicatrice sur ton avant-bras gauche, longue. De quand tu étais enfant. Tu es tombé d'un cheval à l'âge de 8 ans. La cicatrice a la forme d'un éclair, 6 centimètres de long. Mon sang se glaça. Léa, dis-je lentement, j'ai une cicatrice sur mon avant-bras gauche. Depuis que j'ai 8 ans. Je suis tombé d'un cheval dans la propriété de mon grand-père. Silence. Quelle forme a-t-elle? Demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Forme d'éclair, 6 centimètres. J'entendis sa respiration saccadée de l'autre côté de la ligne. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Je ne pouvais pas savoir ça. Je n'ai jamais vu ton avant-bras. Tu portes toujours des costumes à manches longues. On se voit demain, dis-je. Je te montre la cicatrice. Et on compare chaque détail de nos cauchemars, côte à côte, sans rien omettre. Samedi 19 octobre. Je l'emmenai dîner. Pas dans un restaurant 5 étoiles comme je l'aurais fait normalement. Elle insista pour un endroit modeste. Un bistrot de quartier où les plats coûtaient 15 € au lieu de 150. Elle arriva avec une robe fleurie simple. 20 € d'une friperie, me confia-t-elle après. Mais elle était magnifique. Les cheveux lâchés pour la première fois. Maquillage léger, sourire nerveux, je portais un jean et une chemise décontractée, pas de montre Audemars Piguet Royal Oak à 95 000 €, pas de costume Lanvin, juste Guillaume, pas le PDG. Nous dînâmes d'une entrecôte. Nous bûmes un vin rouge de table bon marché qui avait meilleur goût que les bouteilles à 800 € dans ma cave. Nous parlâmes pendant 3 heures. Elle me raconta ses enfants, Mathieu de 9 ans, Lucie de 6 ans, intelligent, bon. Le père de Mathieu les a abandonnés quand le garçon avait 2 ans. Le père de Lucie n'a jamais connu sa fille. Léa travaillait à 3 emplois pour leur donner une éducation et de quoi manger. Je ne regrette jamais de les avoir eus, dit-elle avec fierté. Ils sont ma vie, ma raison de me lever chaque jour. Leur as-tu parlé de moi? Demandai-je. Qu'est-ce que je leur dirais? Rit-elle. Maman sort avec un millionnaire qui croit que nous étions amants il y a 205 ans et que je suis morte dans ses bras après qu'il m'ait blessée avec son épée. Quand tu le dis comme ça a l'air fou, admis-je. C'est parce que c'est fou, dit-elle. Mais elle souriait. Après le dîner, nous nous promenâmes dans le parc. C'était octobre.
Les arbres commençaient à perdre leurs feuilles. « C'est beau, » dit Léa, en regardant les arbres. « Comme toi, » répondis-je sans réfléchir. Elle rougit, baissa les yeux. « Ne dis pas ça. »« Pourquoi pas ?»« Parce que j'ai 7 ans de plus que toi émotionnellement, » dit-elle. « J'ai 2 enfants, des rides, des vergetures, des mains calleuses. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme, des mannequins, des actrices, des héritières. Mais aucune d'entre elles n'est toi, dis-je, en m'arrêtant devant elle. Aucune d'entre elles ne m'a cherché pendant 205 ans. Aucune d'entre elles n'est morte dans mes bras en promettant de me retrouver un jour. » Des larmes remplirent ses yeux. « Et si les preuves scientifiques disent que nous sommes fous, murmura-t-elle. Et si tout ça n'est qu'une coïncidence? Alors, dis-je, en prenant sa main, nous serons 2 fous qui s'aiment quand même. Je t'aime, dit-elle soudainement. Je t'aime déjà. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est une folie. Mais j'ai l'impression de t'aimer depuis des siècles. Parce que tu m'aimes depuis des siècles, répondis-je. Et moi, toi. Je l'embrassai. Notre premier baiser dans cette vie, dans un parc public. 2 âmes se reconnaissant enfin, après 2 siècles séparés. Il avait le goût des promesses tenues, de l'espoir, de l'éternité. Lundi 21 octobre, 9h47. Email de professeur Isabelle Martin. Objet, résultat, recherche Valois-Dubois, 1789. Urgent. Guillaume, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Nous devons en parler immédiatement. Les documents que j'ai découverts vont au-delà d'un simple registre historique. Il y a des lettres, des témoignages, des preuves qui valident chaque détail de votre consultation. Mais il y a autre chose, quelque chose qui m'empêche de dormir depuis que je l'ai trouvé hier. 6 juin, un document scanné du procès du citoyen Diego de Valois, page 47. Témoignage du citoyen Albert Dubois, témoin oculaire. Lisez-le. Ensuite, appelez-moi Isabelle. J'ouvris le fichier PDF joint avec des mains tremblantes. Document jauni, écriture du XVIIIe siècle, vieux français. Témoignage du citoyen Albert Dubois devant le tribunal révolutionnaire, 16 Thermidor en 2. Moi, Albert Dubois, citoyen de la République, témoigne sous serment ce qui suit. Dans la nuit du 14 Thermidor, durant l'affrontement avec les gardes suisses devant les Tuileries, j'ai vu le citoyen Diego de Valois quitter la formation. J'ai crié son nom. Il a ignoré les ordres directs de maintenir la position. J'ai vu qu'il courait vers une femme prisonnière des gardes suisses. 3 hommes en uniforme rouge tentaient d'agresser ladite femme. Le citoyen de Valois tua 2 gardes avec son épée. Le 3e combattit contre lui. La femme tenta de se relever du sol, elle glissa. Le capitaine se tourna vers elle, l'épée encore en mouvement. La lame la coupa à la poitrine. Une blessure diagonale profonde, du sang jaillit immédiatement et abondamment. Le capitaine laissa tomber son arme. Il tomba à genoux. Il soutint la femme. Il cria son nom à plusieurs reprises. « Catherine !» Il pressa la blessure, essayant d'arrêter le saignement. Inutile. J'entendis la femme parler d'une voix faible. Je ne pus discerner les mots exacts, mais j'observai le capitaine sangloter et acquiescer pendant qu'elle parlait. Elle toucha son visage, laissant du sang sur sa joue, puis elle mourut. Le capitaine Guillaume de Valois cria son nom pendant environ 30 secondes. Puis, il tenta de se suicider en saisissant sa propre épée. Moi et 2 autres soldats l'en empêchâmes. Il se débattit contre nous. Il disait qu'il voulait mourir avec elle. Il fut arrêté et conduit à la prison militaire le soir même. Information additionnelle. Une enquête ultérieure révéla que la femme décédée, Catherine Marie Dubois, était enceinte d'environ 4 mois. Un médecin militaire réalisa une césarienne post-mortem. Un bébé de sexe masculin fut extrait vivant, prématuré, mais en bonne santé. Le capitaine Guillaume de Valois fut informé de la naissance de son fils alors qu'il attendait son exécution. Il écrivit une lettre pour le bébé. Une lettre jointe au dossier judiciaire comme annexe C. Je cessais de respirer. Il y avait une lettre. Guillaume avait écrit une lettre pour son fils avant de mourir. Je cherchais frénétiquement dans le PDF. 127 pages.
sautant des documents, des témoignages, des ordres militaires. Page 89, annexe C, lettre du condamné. Transcription de la lettre écrite par le capitaine Guillaume de Valois et Alvéar, le 16 octobre 1820, 2 jours avant son exécution. À mon fils, je ne connais pas ton nom, je ne sais pas si tu survivras, mais si tu lis ceci un jour, tu dois connaître la vérité. Ta mère s'appelait Catherine Marie Dubois. Elle était la femme la plus belle, la plus intelligente et la plus courageuse que j'ai jamais connue. Je l'ai aimée dès l'instant où je l'ai vue vendant des roses sur la place de la Concorde il y a 2 ans. Notre amour était interdit. J'étais aristocrate. Elle était vendeuse de fleurs. Ma famille n'aurait jamais approuvé, mais nous nous aimions quand même, en secret, dans l'obscurité, volant des moments quand nous le pouvions. Quand elle m'a dit qu'elle était enceinte de toi, ce furent les meilleures nouvelles de ma vie. Nous avions prévu de nous enfuir en Angleterre après la guerre, de commencer une nouvelle vie ensemble, loin de ma famille, loin des attentes sociales. Mais le destin avait d'autres plans. Le 14 octobre, j'ai tenté de la sauver des soldats ennemis. Dans le processus, ma propre épée l'a tuée. Un accident. Mais mes mains l'ont tuée quand même. Ses dernières paroles furent « Dans une autre vie, promets-moi que tu me retrouveras. » Et j'ai promis. Je te jure par mon âme que je te retrouverai, dans cette vie ou dans 1000 vies. Mon fils, si tu survives, emporte ce serment avec toi, car je crois, de tout mon être, que les promesses transcendent la mort. Je retrouverai ta mère dans une autre vie, dans un autre siècle, et quand ce sera le cas, nous réaliserons le rêve qui nous a été volé dans cette vie. En attendant, sois fort, sois bon. Honore la mémoire de ta mère en étant l'homme qu'elle aurait voulu que tu sois. Et si jamais tu as l'impression d'avoir déjà rencontré quelqu'un, si tu vois une femme et que ton âme la reconnaît sans raison logique, ne l'ignore pas. Car l'amour véritable ne connaît pas les limites du temps ni de l'espace. Je t'aime, mon fils que je ne connaîtrai jamais. Ton père, capitaine Guillaume de Valois et Alvéar, 16 octobre 1820. Des larmes coulaient sur mon visage pendant que je lisais. Guillaume avait écrit ceci il y a 205 ans, pour son fils qu'il n'a jamais connu, pour Thomas Guillaume Dubois, qui a grandi et a eu 5 enfants, et dont la lignée familiale a éventuellement produit Léa. Léa, qui avait cette lettre dans son héritage génétique sans le savoir. J'appelais Léa immédiatement. J'ai besoin de te voir. Maintenant, j'ai trouvé quelque chose. Léa arriva à mon bureau 40 minutes plus tard, encore en uniforme de nettoyage de son travail matinal à l'hôtel. « Qu'est-ce que tu as trouvé ?» demanda-t-elle, haletante. Je lui montrai la lettre. Je la laissai lire en silence. Je la vis pâlir, trembler. Des larmes commencèrent à couler avant qu'elle n'ait terminé le premier paragraphe. Quand elle eut fini de lire, elle sanglotait. « Il a écrit ça pour notre fils », murmura-t-elle. « Pour Thomas, qui a survécu, qui a grandi et a eu une famille, et son sang coule dans mes veines. Tu es la preuve vivante que la promesse a été tenue, dis-je doucement. Guillaume a juré de retrouver Catherine, et il l'a fait. À travers toi, tu portes le sang des deux, tu es la descendante de leur amour. Et maintenant nous sommes là, dit Léa, me regardant avec des yeux larmoyants, 205 ans plus tard, accomplissant la promesse qu'il a faite avant de mourir. Dans cette vie ou dans 1000 vies, citai-je ces mots de la lettre. Il a dit 1000 vies, mais il n'en a fallu que 2. Elle rit entre 2 sanglots. Tu as toujours été dramatique apparemment. Dans les 2 vies, acquiesçai-je. Mon téléphone sonna. Docteur Antoine Moreau. Guillaume, les résultats sont prêts. Tu dois venir au laboratoire. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que nous avons trouvé. De bonnes nouvelles ? Demandai-je. Des nouvelles impossibles, répondit-il, qui d'une certaine manière sont vérifiables. Viens aujourd'hui. Amène mademoiselle Dubois. 2 heures plus tard, nous étions au laboratoire de génétique de l'université de la Sorbonne, 12e étage. Bureau ultramoderne, avec un équipement de séquençage d'ADN de dernière génération.
Docteur Moreau nous accueillit avec l'expression de quelqu'un qui avait vu quelque chose qui défiait toute sa formation scientifique. « Asseyez-vous », dit-il. « Cela prendra du temps à expliquer. Nous avons prélevé des échantillons d'ADN mitochondrial de Léa, commença le docteur Moreau, et nous les avons comparés aux bases de données généalogiques des familles françaises du 19e siècle. Plus précisément, nous avons cherché des correspondances avec les familles Dubois et Valois des années 1800. Et, demandai-je, Léa Dubois est une descendante directe matrilinéaire de Marie Dubois, née en 1764, décédée en 1834, grand-mère de Thomas Guillaume Dubois, né en 1820. Le bébé, murmura Léa, le bébé qui a survécu à la césarienne post-mortem. Correct, confirma Moreau. Mais il y a plus. Nous avons également analysé des échantillons de Guillaume. Avez-vous trouvé une connexion avec la famille Valois ? Demandai-je. Oui, Guillaume de Valois est un descendant patrilinéaire direct de la famille Valois et Alvéar. Son ADN chromosomique correspond à des échantillons historiques de la famille aristocratique parisienne, plus précisément à des échantillons de Philippe de Valois, frère aîné de Guillaume de Valois. Mon cœur battait à toute vitesse. Donc tous les deux, dis-je lentement. Nous sommes des descendants des mêmes familles qui se sont aimées en 1820. Statistiquement, dit Moreau, la probabilité que deux personnes descendantes de familles spécifiques de Paris des années 1820 se rencontrent aléatoirement en 2025 est d'environ 1 sur 847 millions. Mais ce n'était pas aléatoire, dit Léa doucement. C'était le destin. Sandoval nous regarda avec une expression étrange. Il y a autre chose, dit-il. Quelque chose que le professeur Dubois a trouvé pendant ses recherches historiques. Il sortit une boîte de velours noir. La famille de Valois et de Rochefort a fait don de plusieurs objets au Musée historique national en 1920, centenaire de plusieurs exécutions militaires de l'époque de la Révolution. L'un des objets donnés était ceci. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il y avait une médaille militaire, bronze vieilli, avec une gravure. Capitaine Guillaume de Valois, date 195-1820, pour valeur au service de la patrie. La médaille que Guillaume portait quand il est mort, le musée nous a permis de l'emprunter temporairement pour cette enquête, expliqua Sandoval, à condition de la rendre dans 2 semaines. Je touchai la médaille avec des doigts se tremblants. Métal froid, lourd, réel. Cette médaille, murmurai-je. Il la portait quand il tenait Catherine mourante. Il y a du sang d'elle sur ce métal. Observation correcte, dit Sandoval. L'analyse forensique a détecté des traces microscopiques de sang humain dans les rainures de la gravure, trop dégradées pour une analyse ADN complète après 205 ans. Mais le groupe sanguin est O positif. Je suis O positif, dit Léa. Si cette histoire vous a ému, si vous croyez que l'amour peut transcender les siècles et que les âmes sœurs existent vraiment, si vous voulez que je continue à enquêter et à partager des histoires réelles de réincarnation validées scientifiquement, pensez à laisser un super thanks. Votre soutien me permet de continuer ce travail, parce que ce qui vient ensuite est la validation finale que les sceptiques ne pourront pas nier. Laissez-moi résumer les faits vérifiables, dit Sandoval, ajustant ses lunettes. 1. Léa Dubois est une descendante directe du bébé né post-mortem de Catherine Marie Dubois en 1820. 2. Guillaume de Valois est un descendant direct de la famille du capitaine Guillaume de Valois, exécuté en 1820. 3. Les deux ont des cauchemars identiques d'événements de 1820 depuis avant de se connaître. 4. Léa a une cicatrice congénitale qui coïncide exactement avec la blessure documentée qui a tué Catherine. 5. Les détails physiques que Guillaume décrit de mémoire, le grain de beauté de Catherine, correspondent aux marques de naissance de Léa qu'il n'a jamais vues. 6. Les deux sont nés le 14 octobre, le même jour où Catherine est morte en 1820. 7. Les documents historiques valident chaque détail de leur cauchemar partagé. 8. Une lettre écrite par Guillaume avant son exécution promet de retrouver Catherine dans une autre vie. 205 ans plus tard, leurs descendants se rencontrent.
Il fit une pause. En tant que scientifique, je devrais vous dire que c'est une coïncidence élaborée, que la réincarnation viole les lois de la physique et de la biologie. Mais, demandai-je, mais, continua Sandoval, j'ai passé 30 ans à étudier la génétique, j'ai analysé des millions d'échantillons d'ADN, j'ai vu des schémas que la science ne peut pas complètement expliquer. Et ceci, il nous regarda directement, ceci défie toute explication rationnelle. La probabilité cumulative de toutes ces coïncidences se produisant aléatoirement est si astronomiquement faible qu'elle est effectivement zéro. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Demanda Léa. Je dis, répondit Sandoval avec prudence, que d'un point de vue purement statistique, l'explication la plus probable est que vous êtes tous les deux réellement les réincarnations de Guillaume de Valois et Catherine Dubois, et que d'une manière impossible, vous avez accompli une promesse faite il y a 205 ans. Silence, absolu dans le laboratoire. Un scientifique venait de valider l'impossible. Pendant les 3 jours suivants, le professeur Dubois a continué à envoyer des documents. Registres paroissiaux du mariage secret entre Guillaume et Catherine. Le 3 août 1820, mariés dans une petite église en dehors de Paris. Seulement 2 témoins, contre les ordres de la famille de Guillaume. Journal personnel de Antoine de Valois, frère de Guillaume, entrée du 18 octobre 1820. Aujourd'hui, mon frère cadet a été exécuté pour trahison et désertion. Il est mort par amour pour une femme que notre famille n'accepterait jamais. Une partie de moi le hait d'avoir déshonoré notre nom. Une partie de moi a l'envie d'avoir connu un amour si pur qu'il valait la peine de mourir pour lui. Témoignage de Marie Dubois, grand-mère de Catherine. 20 octobre 1820. J'ai pris le bébé de ma petite fille décédée. Jean-Guillaume, je l'ai appelé, honorant à la fois elle et l'homme qui a essayé de la sauver. J'élèverai cet enfant pour qu'il sache qu'il a été conçu dans un amour véritable. Chaque document ajoutait une autre couche de validation. Ce n'était pas seulement des registres froids, c'était des vies réelles, douleurs réelles, amour réel. Et maintenant, Léa et moi vivions l'épilogue de cette histoire 205 ans plus tard. Le document final que le professeur Dubois a envoyé est arrivé le 28 octobre. Arbre généalogique complet, de 1820 à 2025. Jean-Guillaume Dubois, 1820-1889, marié avec Anne-Sophie Martin, 1822-1891, François Dubois, Martin, 1843-1902, marié avec Isabelle Garnier, 1845-1908, Émile Dubois, Garnier, 1869-1934, marié avec Louise Leclerc, 1872-1941. Jean Dubois, Leclerc, 1895-1967, marié avec Marie Bernard, 1889-1973, Thierry Dubois, Bernard, 1924-1988, marié avec Anne Roux, 1928-2002, Léa Catherine Dubois, Roux, 1984, présente. J'ai souligné quelque chose d'extraordinaire. Regarde les noms, dis-je. Jean, Guillaume, Catherine. Ils se répètent à chaque génération, honorant leurs ancêtres, murmura Léa, sans connaître la véritable histoire. Et regarde ça, j'ai souligné une autre ligne. Famille de Valois et de Rochefort, Antoine de Valois et de Rochefort, 1793-1856, frère de Guillaume, marié avec Patricia Lefebvre, 1798-1869, Charles de Valois, Lefebvre, 1818-1869, marié avec Sophie Morin, 1821-1890, Guillaume de Valois, Morin, 1847-1921, marié avec Laura Girard, 1852-1928, Antoine de Valois, Girard, 1869-1945, marié avec Isabelle Chevalier, 1883-1961, Charles de Valois, Chevalier, 1912-1987, marié avec Marie David, 1915-1995, Philippe de Valois, David, 1947-2019, marié avec Anne Garnier, 1952, présente. Guillaume de Valois Garnier, 1977, présent. Guillaume et Antoine, observai-je, alternant à chaque génération, comme si les noms étaient un code, dit Léa, espérant que quelqu'un déchiffrerait le schéma. Et maintenant nous l'avons fait, complétai-je. Elle prit ma main. 2 lignées familiales, dit-elle doucement, séparées pendant 205 ans, courant parallèlement à travers les générations, jusqu'à ce qu'elles convergent finalement à nouveau, en nous. Le bébé qui a survécu, dis-je, était le pont, ton ancêtre Jean. Il portait le sang des 2, de Catherine et Guillaume.
et ce sang a coulé à travers 8 générations jusqu'à toi. Alors que ta lignée, continua Léa, descendait du frère de Guillaume, Antoine, portant le nom de Valois à travers les siècles jusqu'à toi. Et le 14 octobre 2025, dis-je, 205 ans après la mort de Guillaume et Catherine, leurs descendants se sont rencontrés par accident dans un immeuble de bureau. Ce n'était pas un accident, murmura Léa. C'était la promesse qui s'accomplissait. Je l'embrassais, profondément, désespérément, avec 205 ans de désir. Et à ce moment précis, j'ai su avec une certitude absolue, les promesses transcendent bel et bien la mort. L'amour conquiert bel et bien le temps. Et certaines âmes sont destinées à se retrouver, encore et encore, jusqu'à ce qu'elles parviennent enfin à rester ensemble. Une semaine plus tard, Léa m'a invité à rencontrer ses enfants. Son appartement de la banlieue sud, un modeste T3 à 450 € par mois, était petit, des meubles de récupération, mais propres et remplis d'amour. Des photos de Mathéo et Lucie sur les murs, des dessins d'enfants aimantés sur le réfrigérateur. Mathéo avait 9 ans, sérieux pour son âge, des yeux méfiants quand il m'a vu, un vrai protecteur envers sa mère. « Alors, c'est vous, le monsieur riche dont maman parle », a-t-il lâché sans détour. « Mathéo !» Léa l'a doucement réprimandé. « Ça va », ai-je répondu. « Oui, j'ai de l'argent, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est que j'aime ta mère. »« Vous l'aimez ?» a demandé Mathéo. Mon papa disait qu'il l'aimait aussi, et puis, il nous a quittés. La douleur dans sa voix m'a brisé le cœur. Je me suis agenouillé pour être à sa hauteur. Ton père a été un idiot, ai-je dit honnêtement. Ta mère est la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Et toi et ta sœur, vous avez de la chance de la voir. C'est moi qui ai de la chance qu'elle me donne une chance. Mathéo m'a examiné, avec des yeux trop vieux pour son âge. Vous promettez de ne pas la blesser ? Je te le promets, ai-je répondu. Sur mon âme, sur toutes les vies que je vivrai. Je ne blesserai jamais ta mère. Lucie, 6 ans, a été plus facile à convaincre. Elle s'est approchée timidement et m'a montré sa poupée. Elle s'appelle Catherine, a-t-elle dit. C'est mon prénom préféré. Léa a étouffé un sanglot. Pourquoi aimes-tu ce prénom ? Ai-je demandé doucement. Je ne sais pas. Lucie a haussé les épaules. Je l'aime bien, c'est tout. Maman dit que c'est un prénom spécial. J'ai regardé Léa, des larmes plein les yeux. Même les enfants sentaient l'écho des vies passées. Après le dîner, une simple pizza partagée à même le sol du salon parce qu'il n'y avait pas de table assez grande. Mathéo m'a montré quelque chose. Ma maman m'a raconté l'histoire, a-t-il dit, du soldat et de la dame qui sont morts il y a longtemps. Qu'est-ce que tu en penses ? Ai-je demandé. Je trouve ça triste, a-t-il dit honnêtement, mais aussi beau, qu'ils s'aimaient autant. Très beau. Ai-je acquiescé. J'ai trouvé un truc, a-t-il dit soudain. Dans les affaires de mamie, quand elle est morte l'année dernière, maman m'a laissé garder une boîte avec des vieux souvenirs de famille. Il a couru dans sa chambre et est revenu avec une boîte en métal rouillée. Il y a des lettres dedans, a-t-il dit, très vieilles. Il y en a une, avec le nom Thomas dessus. Mon cœur s'est arrêté. Léa s'est approchée rapidement. Mathéo a sorti une enveloppe jaunie. Le papier était presque désintégré, une calligraphie du 19e siècle. Pour Thomas Dubois, lors de sa majorité, de sa grand-mère Marie Dubois, écrit en 1838. Nous avons ouvert l'enveloppe avec une extrême précaution. À l'intérieur, une lettre. Mon cher Thomas, aujourd'hui, tu as 18 ans. Tu es un homme maintenant, et tu mérites de connaître la vérité, toute la vérité, sur ta naissance. Ta mère, Catherine, était ma petite fille, la femme la plus belle et la plus gentille que j'ai jamais connue. Elle est tombée amoureuse d'un soldat, Guillaume de Valois, un homme noble, d'une bonne famille. Mais leur amour était interdit. Quand ils ont découvert qu'elle était enceinte de toi, ils ont prévu de s'enfuir. Mais la guerre les a séparés. Des soldats ennemis ont attaqué.
Guillaume a essayé de la sauver, accidentellement. Il l'a blessée avec sa propre épée. Elle est morte dans ses bras, mais toi, tu as survécu. Le médecin t'a sorti de son ventre, alors qu'elle gisait, morte. Un miracle de Dieu. Guillaume a été exécuté 3 jours plus tard, pour trahison, pour amour. Avant de mourir, il m'a envoyé un message. Il a demandé que tu sois élevé en sachant ceci. L'amour véritable ne meurt jamais. Il transcende la mort. Il a promis de retrouver ta mère dans une autre vie. Thomas, tu es la preuve vivante de cet amour. Tu portes le sang des deux et un jour, des générations plus tard, leurs âmes se retrouveront et elles accompliront le destin qui leur a été volé. Honore leur mémoire. Vis avec le même amour qu'ils ont partagé. Ta grand-mère qui t'aime. Marie Dubois, 1838. Un silence total. Dans le petit appartement. Il savait, a murmuré Léa. Depuis 1838, il savait qu'on reviendrait. Mamie le savait. Ai-je acquiescé? Et elle a gardé le secret dans cette lettre, en espérant qu'un jour, quelqu'un comprendrait. Matteo nous regardait, avec des yeux énormes. Alors, c'est vrai, a-t-il dit avec étonnement. Vous êtes vraiment eux, Guillaume et Catherine, de retour. Oui, ai-je simplement répondu. Nous sommes eux. Les 2 mois suivants ont été une période d'adaptation. J'ai offert de l'argent à Léa. Elle a refusé. Je ne suis pas ton projet de charité, a-t-elle dit fièrement. Ce n'est pas de la charité, ai-je rétorqué. C'est de l'amour. Laisse-moi t'aider. Aide-moi en étant mon partenaire, a-t-elle répondu. Pas mon bienfaiteur. Nous avons trouvé un compromis. Elle a abandonné 2 de ses 3 emplois. Elle n'a gardé que le ménage du matin parce qu'elle aimait son indépendance. J'ai payé l'éducation privée de Matteo et Lucie. Elle a insisté pour payer le loyer et la nourriture, avec son propre argent. Fière, têtue, indépendante, comme Catherine l'avait été, ma mère est venue me rendre visite en novembre, élégante, riche, s'attendant à ce que je fréquente quelques héritières. C'est une femme de ménage, a-t-elle dit avec dédain, quand je lui ai parlé de Léa, avec 2 enfants, 7 ans de plus que toi. À quoi penses-tu? Je pense, ai-je répondu calmement, que je l'aime, que j'ai attendu 205 ans pour la retrouver, et que ton approbation serait agréable, mais pas nécessaire. Ma mère a cligné des yeux, je ne l'avais jamais affrontée de la sorte. 205 ans, a-t-elle répété. De quoi parles-tu? Je lui ai raconté toute l'histoire, les cauchemars, la cicatrice, les documents historiques, l'analyse ADN, la lettre de Guillaume, tout. Quand j'ai terminé, ma mère pleurait. Ton arrière-grand-père, 4 générations plus tôt, a-t-elle dit doucement, s'appelait Guillaume de Valois. Il est mort en 1945, mais avant de mourir, m'a raconté ma grand-mère. Il disait qu'il portait ce nom en l'honneur d'un ancêtre, qui était mort par amour véritable. Guillaume Alexandre de Valois, ai-je murmuré. 1820. L'histoire a traversé les générations. Ma mère a continué. Nous avons toujours pensé que c'était juste une légende familiale. Le noble soldat qui est mort en sauvant sa bien-aimée. Mais toi, tu as des preuves. Des preuves scientifiques, ai-je confirmé, historiques, génétiques. Ma mère m'a regardé avec des yeux neufs. Alors, elle n'est pas juste une femme de ménage, a-t-elle dit lentement. C'est la femme pour laquelle ton ancêtre est mort. La femme dont le fils a indirectement permis à notre lignée familiale de se perpétuer. La femme que tu cherches depuis des siècles. Oui, ai-je simplement répondu. Alors, ma mère a pris une profonde inspiration. Il vaudrait mieux que tu me la présentes correctement, ainsi qu'à mes petits-enfants. J'ai pleuré. Ma mère a accepté Léa, pas pour son argent ou son statut social, mais parce qu'elle a finalement compris que certaines choses transcendent la classe sociale, comme l'amour qui traverse la mort elle-même. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette histoire, si votre cœur a été touché, si maintenant vous croyez que l'amour véritable peut vaincre même la mort, pensez à laisser un super thanks. Votre soutien me permet de continuer à explorer ces histoires impossibles.
qui défie tout ce que nous pensons savoir sur l'amour, le destin et l'âme. Parce que ce qui arrive maintenant, c'est le moment que Guillaume et Catherine ont attendu pendant 205 ans. 14 octobre 2026, un an exact après avoir vu la cicatrice de Léa pour la première fois. 206 ans après que Catherine soit morte dans les bras de Guillaume. Je l'ai emmenée à Paris. Vol privé, hôtel 5 étoiles. Elle protestait contre les dépenses. J'ai insisté. C'est notre anniversaire, ai-je dit. Nos 2 anniversaires. Mort et renaissance. Nous avons marché sur les Champs-Élysées au crépuscule. Le même endroit où Guillaume avait soutenu Catherine mourante sous la pluie, en 1820. Maintenant, il y avait des touristes, des pigeons, des vendeurs ambulants. La vie. J'ai retrouvé l'endroit exact. Je le savais, sans carte. Mon corps s'en souvenait. Ici, ai-je dit, c'est ici que tu es morte. Léa a regardé autour d'elle, des larmes dans ses yeux. Je peux le sentir, a-t-elle murmuré. Je peux sentir l'écho, la pluie, le sang, ta voix criant mon nom. Mais tu ne meurs pas aujourd'hui, ai-je dit. Aujourd'hui, tu es vivante, belle. Avec moi, j'ai sorti une boîte de velours de ma poche. Léa a étouffé un cri. Guillaume. Je me suis agenouillé, au même endroit où Guillaume s'était agenouillé en tenant Catherine mourante. Mais cette fois, il n'y avait pas de sang, seulement de l'amour. Léa Catherine Dubois, ai-je dit, la voix brisée. Il y a 206 ans, j'ai fait une promesse. Je te jure sur mon âme que je te retrouverai. Dans cette vie ou dans 1000 autres, il n'a fallu que 2 vies. Mais je t'ai retrouvé. Et maintenant, je veux réaliser le rêve qui nous a été volé en 1820. J'ai ouvert la boîte. Une bague en diamant, simple, belle, 3 carats. Épouse-moi, ai-je dit. Pas comme Guillaume et Léa, mais comme Guillaume et Catherine, comme les âmes que nous avons été pendant des siècles. Épouse-moi, et nous aurons enfin la fin heureuse que nous méritions il y a 206 ans. Léa pleurait, sanglotant, la main sur sa bouche. Oui, a-t-elle dit entre 2 sanglots. Oui, oui, 1000 fois oui. Je lui ai mis la bague. Nous nous sommes embrassés sur les Champs-Élysées, à l'endroit exact où nous étions morts. Mais maintenant, nous étions vivants. Et enfin, ensemble. Nous nous sommes mariés 3 mois plus tard, le 14 janvier 2027. Cérémonie petite, intime. Seule la famille proche et les amis. Mais nous avons fait quelque chose de spécial. Nous avons visité les archives nationales. Nous avons demandé une permission spéciale. Et nous avons placé une note dans le dossier de Guillaume de Valois et Catherine Dubois. Promesse tenue, nous nous sommes retrouvés, Guillaume de Valois et Léa Dubois, 2027, l'amour transcende la mort. Nous avons scellé la note et ils l'ont archivée officiellement avec les documents de 1820. Les générations futures trouveraient cette note et sauraient que le véritable amour ne meurt jamais. La cérémonie était magnifique. Léa portait une robe blanche simple, comme Catherine l'aurait portée. Je portais un costume bleu foncé, comme l'uniforme que Guillaume portait. Mathieu et Sophie étaient dopage. Fiers, heureux. Ma mère a pleuré pendant toute la cérémonie. Quand le prêtre a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », j'ai embrassé Léa profondément. Et à ce moment-là, j'ai senti quelque chose, une présence chaleureuse, amoureuse, comme si Guillaume et Catherine nous regardaient depuis un endroit au-delà du temps, souriant, sachant que nous avions finalement réussi ce qu'ils n'avaient pas pu. 1 an après le mariage, en octobre 2028, Léa m'a annoncé une nouvelle. Je suis enceinte. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? 3 mois? A-t-elle dit, souriant entre 2 larmes. C'est un garçon. Je me suis assis, abasourdi, accablé. Catherine était enceinte de 4 mois quand elle est morte. Ai-je murmuré. D'un garçon. Thomas. Je sais. Léa a posé ma main sur son ventre. Et maintenant, 208 ans plus tard, nous aurons l'enfant qui nous a été volé. Quel nom allons-nous lui donner? Ai-je demandé. Thomas Guillaume, a-t-elle répondu sans hésiter, en l'honneur de l'enfant qui a survécu, de l'enfant qui a porté notre amour à travers les générations, de l'enfant qui a rendu possible que nous nous retrouvions. J'ai pleuré.
J'ai embrassé Léa. J'ai senti la petite vie grandir dans son ventre. Le cercle était complet. Guillaume et Catherine se sont aimés en 1818. Ils ont eu un enfant conçu dans l'amour. Ils sont morts tragiquement en 1820. Mais leur fils a survécu. 208 ans plus tard, leurs descendants se sont retrouvés, se sont reconnus, se sont aimés. Et maintenant, nous aurions l'enfant que le destin nous devait. Si vous avez écouté cette histoire jusqu'à la fin, vous savez maintenant quelque chose que la plupart des gens ne comprendront jamais. Le véritable amour n'a pas de limite. Il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas l'espace, il ne connaît pas la mort. Les âmes qui sont destinées à être ensemble trouveront le moyen, dans cette vie, dans la prochaine, dans 1000 vies si nécessaire. Les promesses faites avec l'âme ne se brisent pas. Elles peuvent prendre des siècles à se réaliser, mais elles se réalisent. Et les cicatrices que nous portons, physiquement et émotionnellement, ne sont pas des accidents, ce sont des cartes, nous guidant vers les personnes que nous avons perdues, de retour aux amours que nous avons laissés derrière nous, de retour à la maison. Quand j'ai vu la cicatrice sur la poitrine de Léa, je ne l'ai pas seulement reconnue. Je me suis souvenu de l'avoir faite, avec ma propre épée, il y a 206 ans, et cette cicatrice m'a guidé vers elle, à travers les siècles, à travers les vies, à travers la mort elle-même. Parce que certaines promesses sont éternelles, et certains amours ne finissent jamais. Ils attendent seulement, patiemment, à travers les siècles, jusqu'à ce que les âmes se retrouvent. Et quand elles le font, c'est comme si elles ne s'étaient jamais séparées. Ceci est notre histoire, de Guillaume et Catherine, de Guillaume et Léa, de deux âmes qui se sont tellement aimées que même 206 ans de séparation n'ont pas pu briser leur lien. Et maintenant, enfin, nous sommes ensemble, pour toujours, dans cette vie, et dans toutes celles qui viendront. Parce que lorsque vous promettez de retrouver quelqu'un avec toute votre âme, l'univers écoute. Et même si cela prend des siècles, la promesse est tenue, toujours.